Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais effectuer des rappels d'électricité depuis le collège jusqu'à la première spécialité. Rappels qui seront nécessaires pour bien entamer la partie électricité du programme de terminale spécialité que nous allons voir prochainement. Donc peut-être que pour certaines notions vont être très simples, pour d'autres, ça fera pas de mal de revoir l'ensemble de l'électricité de la quatrième jusqu'à première spécialité. Alors, commençons tout de suite par quelque chose d'assez simple, les symboles de quelques dipôles usuels. Alors, nous avons par exemple le générateur ou la pile. Alors, toujours bien préciser le pôle plus et le pôle moins d'un générateur ou d'une pile. Ce sera important pour le sens du courant. Le symbole d'une lampe, un moteur, c'est un petit peu moins important pour nous puisqu'on n'utilisera pas tellement de moteur. Par contre, la résistance ici, très important, nous allons l'utiliser beaucoup. Les fils de connexion, en général, dans un circuit, on essaie de faire en sorte qu'ils soient soit vertical, soit horizontal. Les interrupteurs, fermés pour que le courant puisse circuler ou ouverts pour que le courant ne puisse pas circuler. Alors, voyons maintenant les deux sortes de circuits qui existent. Un circuit peut être en série, c'est-à-dire que tous les éléments, tous les dipôles, sont branchés les uns à la suite des autres dans la même maille, ce qu'on appelle une maille. Un circuit peut être aussi en dérivation, et là on observe qu'il y a plusieurs mailles. Une maille contenant le générateur et la lampe, et une maille contenant la lampe et la résistance. Et on peut même choisir la maille contenant le générateur et la résistance, qui serait la grande maille qui ferait tout le tour. Cette maille, ce circuit, est constitué de 3 branches, la branche du générateur, la branche de la lampe et la branche de la résistance. Donc circuit série à gauche, circuit en dérivation à droite. Voyons maintenant les deux grandeurs importantes dans un circuit électrique. Commençons par la tension, qui se note grand U et qui s'exprime en volts, noté grand V. La tension se mesure avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation dans le circuit. Il sera branché en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut connaître la tension. L'autre grandeur utile est l'intensité du courant électrique, grand I, qui elle s'exprime en ampères, grand A, et se mesure avec un ampèremètre branché en série dans le circuit. Ce qui nous donne ce type de circuit avec un générateur et un dipôle récepteur. Si je veux connaître la tension aux bornes de ce dipôle, il faut brancher un voltmètre en dérivation aux bornes de ce dipôle. Et si je veux connaître l'intensité du courant qui circule dans le circuit, je branche un ampèremètre dans le circuit en série. Je vous fais remarquer au passage que voltmètre et ampèremètre ont tous deux une borne COM, qui est la borne commune aux deux, puisque nous utilisons très souvent un multimètre qui fait office de voltmètre, d'ampèremètre et même d'ohmmètre. Et la borne COM doit être branchée toujours du côté du moins du générateur. C'est bien le cas ici. Et ensuite, avec le sélecteur, on doit choisir V si on veut utiliser le multimètre en voltmètre. Et on choisit une tension, pour nous en terminale, une tension continue. Et l'ampèremètre, ici, possède deux possibilités. Donc, soit on se branche sur la borne A pour les grandes intensités, soit sur la borne petit ma, milliampères, pour les plus petites intensités. Et après, à vous de choisir le calibre le mieux adapté pour la mesure que vous devez effectuer. La tension aux bornes d'un dipôle est représentée par une flèche au niveau du dipôle considéré, ce qui nous donne cette représentation. Donc là, c'est la tension aux bornes de cette résistance, UAB. Donc il y a bien une flèche qui se place au-dessus ou en dessous, en tout cas à l'extérieur du circuit, du dipôle, au niveau du dipôle.
et l'intensité est représentée par une flèche sur le circuit. Elle montre le sens de circulation du courant qui va toujours du pôle plus du générateur vers le pôle moins. Ce qui nous donne ce type de représentation. On repère le pôle plus et le pôle moins du générateur et le courant électrique. On dit qu'il descend les potentiels, il part du plus et il va vers le moins. Et on le représente donc par une flèche sur le circuit. Deux conventions maintenant que nous allons rappeler, la convention générateur et la convention récepteur. En convention générateur, U et I, la tension et l'intensité, sont dans le même sens, alors qu'en convention récepteur, U et I sont dans des sens opposés. Ce qui nous donne schématiquement, voici un dipôle en convention générateur, c'est-à-dire U et I dans le même sens, et un dipôle en convention récepteur, avec U et I dans des sens opposés. Ça nous sera très utile d'avoir ces deux types de conventions pour les lois des mailles et des nœuds que nous allons voir juste après. Justement, commençons par la loi des nœuds. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un nœud? On appelle nœud un point du circuit au niveau duquel sont connectés au moins 3 fils. Donc ça se passe dans des circuits forcément en dérivation. La loi des nœuds dit que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Petit exemple. J'ai ici un nœud, puisqu'il y a au moins 3 fils, là il y en a 4, qui sont connectés au même point. Et je regarde les intensités qui arrivent en ce point, I1 et I2, et les intensités qui en repartent, I3 et I4. D'après la loi des nœuds, je peux donc écrire que la somme des intensités qui arrivent, I1 plus I2, est égale à la somme des intensités qui en repartent, I3 plus I4. Cette loi est très importante pour l'utilisation des circuits électriques et ça nous permet de retrouver certaines équations dont nous aurons besoin par la suite. Passons maintenant à la deuxième loi, la loi des mailles. On appelle maille une boucle fermée dans un circuit électrique. On associe toujours une maille à un sens de parcours, c'est-à-dire que voilà un circuit en dérivation comportant 2 mailles, voire 3 si on considère la grande maille qui ferait tout le tour ici. Peu importe, une maille doit être toujours orientée. Ici, nous avons choisi comme sens de circulation le sens des aiguilles d'une montre. Alors une fois qu'on a orienté la maille, on peut utiliser la loi des mailles qui dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Prenons un exemple. Voici une maille qui est donc orientée encore une fois dans le sens horaire et on part d'un point, on peut partir du point A par exemple, et on va noter la somme des tensions qui sera donc nulle au final. D'où l'intérêt de la convention générateur et de la convention récepteur et de l'orientation des mailles. Si je parcours la maille dans le sens des aiguilles d'une montre, je rencontre UAE dans le sens négatif. Donc j'aurai moins UAE, plus UDE, qui est dans le bon sens, plus UCD, plus UBC, plus UAB, égale 0. Et ensuite, je travaille cette équation et je remets de l'autre côté de mon signe égal les tensions qui sont négatives et j'obtiens donc UAB plus UDE plus UCD plus UBC égale UAE. Cette loi des mailles, nous allons aussi l'utiliser très régulièrement pour obtenir les équations dans les circuits électriques. Une autre loi très importante que vous avez vue au collège et qu'il est important de connaître absolument par cœur, c'est la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm,
Elle parle donc d'ohm qui est l'unité associée à une résistance électrique, qu'on appelle aussi un conducteur ohmique. Et donc, cette unité s'écrit OHM et son symbole c'est oméga, ici. Et donc, cette résistance se mesure avec un ohmmètre, qui est encore une fois le multimètre utilisé en ohmmètre. Et la loi d'Ohm est: la tension UR aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse, c'est-à-dire que UR égale R fois I, avec les unités officielles, c'est-à-dire le volt pour la tension, l'ohm pour la résistance et l'ampère pour l'intensité. Donc je répète, U égale RI pour une résistance. Je répète, U égale RI pour une résistance. Non, j'arrête là. Allez, passons maintenant à notre dernière diapo, l'intensité en régime variable. En un point du circuit, l'intensité du courant, c'est la quantité d'électrons qui passent en ce point par unité de temps. On est d'accord qu'un courant électrique est né par la présence de la circulation d'électrons dans le circuit. Plus il va y avoir d'électrons qui circulent en même temps en un point, plus l'intensité du courant sera grande. Donc, c'est bien un débit de charge, la quantité d'espèces, là en l'occurrence des électrons, qui vont passer en un même point à un temps donné. On peut donc écrire que l'intensité du courant est égale à delta Q sur delta T. La variation de quantité d'électrons divisée par l'intervalle de temps pendant lequel on mesure cette intensité. Donc ça, c'est quand on est en régime constant. Par contre, on passe souvent en régime variable. Et si on passe en régime variable, ce débit change au cours du temps. Et comme nous l'avons déjà vu dans d'autres situations, on va faire tendre delta T vers 0. Et on va se retrouver dans une définition mathématique qu'on a déjà vue en mécanique. On obtient donc ce qu'on appelle une intensité instantanée, qu'on va noter petit i, et qui sera donc égale à dq sur dt, la dérivée de q par rapport au temps. On retrouve bien ici i égale delta q sur delta t, et en faisant tendre delta t vers 0, on obtient l'écriture d'une dérivée par rapport au temps, petit i égale dq sur dt. Voilà ce qu'il faut retenir de l'électricité depuis la quatrième, comme quoi en un petit quart d'heure, on revoit toute l'électricité. Maintenant, il faudra bien intégrer toutes les notions et toutes les données qui sont dans cette vidéo pour pouvoir bien comprendre la suite des événements en électricité. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.